Bonjour. À l'émission du Coq à l'âne aujourd'hui, deux sujets. D'abord, le fameux TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ensuite, à la fin de l'émission, l'inévitable clin d'œil du côté de la langue. Qu'est-ce que le TDAH? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent composer avec le déficit d'attention? Il y a plein de questions qu'on se pose sur cette réalité. J'ai trouvé sur YouTube une vidéo qui fait, je pense, le tour de la question. Nous allons ensemble visionner cette vidéo. Salut tout le monde, bienvenue sur Yii TV. Je m'appelle Marie-Ève et je suis fondatrice de Yii.ca. Je me trouve présentement dans la classe de Suzanne, qui est enseignante au primaire. Écoutez, ça fait 22 ans qu'elle fait ça. Elle a fait de la direction d'école. Elle intervient à tous les jours auprès d'enfants en difficulté. Elle a enseigné à tous les niveaux. Donc, elle est très bien outillée pour nous parler de notre sujet d'aujourd'hui, qui est le trouble de l'attention chez l'enfant. Restez là, on en parle dans quelques secondes. Les capsules de Marie, elles sont remplies d'outils pour gérer les crises de nos petits chéris. Et quand on croit que c'est fini, c'est la crise. Maman aurait dû écouter les capsules de Marie. Oui, allô? Hey, ils viennent de m'appeler, là, puis ça a l'air que notre gars, il aurait un TDAH. T'es pas sérieuse? Tu sais quoi, un TDAH, toi? Aucune idée. Suzanne, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi un TDAH? Oui, le TDAH, ce sont les premières lettres du mot qui signifie trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Évidemment, c'est tout ce qui touche l'attention. On entend beaucoup parler de nos jours dans les médias, les parents, les voisins. Dans une classe, par exemple, j'ai un enfant qui me regarde pendant que j'enseigne. Moi, je pense qu'il m'écoute. Il semble écouter ce que je dis, mais quand je demande, par exemple, de sortir un cahier, bien, lui, il ne l'a pas sorti. Il va tout à coup se réveiller en constatant que les autres sont en train de sortir le cahier. Tu regardais, mais il n'écoutait pas. C'est ça. Parce qu'il faut comprendre que l'attention, dans le fond, ça ressemble un peu, on compare ça avec des autoroutes d'information. Alors, quand l'enfant écoute l'information, il y a des neurones qui se transmettent l'information, un peu comme des lumières de Noël qui s'allumeraient une après l'autre. Et là, ça fait que l'information va se transmettre comme des autoroutes puis des autos qui circulent. Et il faut que l'information en arrive au cerveau pour que le cerveau soit capable de le traiter. Okay. Et donc, être attentif, ça veut dire que l'information se rend au cerveau puis qu'on est capable de la gérer puis de l'analyser. Donc, on est capable de se représenter ce que l'enseignante vient de dire ou ce que la personne vient de dire. Donc, l'attention, c'est vraiment un geste qui est fait par le cerveau et c'est pas juste une position d'écoute. Oui, madame, je comprends ça, là, mais c'est quoi exactement un trouble d'attention? Le trouble d'attention, dans le fond, ça se définit comme étant un trouble neurologique. Donc, on a parlé des neurones, des chemins tantôt, qui affectent le contrôle de soi, l'attention, la planification aussi, la difficulté à planifier puis à organiser. Donc, on a découvert par imagerie mentale qu'il y avait certaines zones du cerveau qui étaient plus ou moins stimulées si on compare à quelqu'un qui n'a pas de trouble d'attention. OK. Puis on en parle beaucoup plus qu'avant. De plus en plus? Oui, parce que les recherches, ça fait au-dessus de 100 ans qu'on fait des recherches sur ça, mais les dernières recherches ont démontré que il y avait entre 5 et 8 des enfants, tout et partout, qui auraient un déficit d'attention, avec ou sans hyperactivité. Ouais, peu importe le pays. OK. L'ethnie, ça n'avait aucun lien, justement, avec ce fait-là. Tantôt, on parlait des routes. Dans le fond, c'est que l'information va se rendre au cerveau de l'enfant. Puis normalement, il y a des feux de circulation, des policiers un peu comme les autoroutes ici, qui gèrent l'information importante de celle qui n'est pas importante chez une personne qui n'a pas de déficit d'attention. Or, chez quelqu'un qui a un déficit d'attention, il n'y a pas ces policiers-là qui sont dans le fond des substances chimiques qu'on appelle des neurotransmetteurs dans notre cerveau. Donc, c'est vraiment le manque ou l'insuffisance de ces substances-là qui fait en sorte que l'enfant a de la misère à gérer tout ça.
Là, sont en train de me dire que mon gars, il est mal élevé? Ben là, je te l'avais dit qu'il fallait mieux l'encadrer. Ça, là, ça, c'est à cause de ta mère. Tu sais, quand il va chez grand-maman, il donne des bonbons, des biscuits au chocolat, puis plein d'affaires de même. Fait que quand il revient, ben, il écoute jamais rien. Fait que là, c'est à cause de ta mère s'il est mal élevé, puis il y a un déficit d'attention. Est-ce que l'éducation des parents entre en ligne de compte? Non, pas dans Non. le diagnostic d'un déficit d'attention. Souvent, les parents, quand ils savent que l'enfant a un déficit d'attention, ils vont se sentir coupables. Ils vont se dire, c'est peut-être parce que je ne l'ai pas bien éduqué ou depuis qu'il est jeune, j'ai de la misère à l'encadrer, tout ça. Mais ça n'a aucun lien sur le fait que l'enfant ait ou non un déficit d'attention. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que lorsqu'on sait que l'enfant a un déficit d'attention, là, la façon dont on va encadrer l'enfant, dont on va le valoriser, le motiver, là, ça peut avoir une incidence sur la façon dont l'enfant va gérer son déficit. OK. Mais ça n'a pas de lien avec le fait qu'il y ait ou non un déficit d'attention. Oui, mais j'ai demandé là, si ça pouvait être héréditaire. J'ai dit que son père avait bien de la misère à se concentrer. Est-ce qu'on peut penser que c'est héréditaire? C'est clair à l'heure actuelle que c'est prouvé par les recherches qu'il y a une grande composante d'hérédité OK. dans le déficit d'attention. Souvent, quand on rencontre les parents et qu'on explique un petit peu l'inattention que l'enfant a, la désorganisation et tout ça, il y en a les deux parents qui se reconnaissent ou qui vont reconnaître l'autre parent, qui va dire « ça te ressemble pas mal ». Parce que c'est sûr que dans le temps, on diagnostiquait moins, on était moins au courant. Et là, les adultes, souvent en rencontrant le médecin ou les spécialistes, vont réaliser qu'eux autres mêmes ont les composantes qui reflètent leur enfant, dans le fond. Donc oui, il y a une composante qui est héréditaire, donc qui vient des gènes que le parent peut transmettre à son enfant. Ouais, ben, je le sais, moi, qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, te le dire, il faut arrêter les cornets. Je le sais, c'est les cornets le problème. Quand il bouffe un cornet, il est plein de sucre, il bouge, il capote. Il faut arrêter les cornets. C'est ça qu'il faut faire. Il faut couper les cornets. C'est ça. Dis-moi, est-ce que le sucre, il y a rapport là-dedans? Mais non. Non? Non, en fait, t'aurais aimé ça, hein? Oui. Oui. J'aurais pensé. Oui. C'est ce que beaucoup de parents pensent, mais finalement, ils ont réalisé avec les recherches que le sucre, il n'y a aucun lien avec le TDAH. OK. Il n'y a pas d'incidence neurologique, donc on ne peut pas faire vraiment le rapport entre le sucre et l'excitation. Tout ce que ça peut faire, c'est que l'enfant prendra moins de sucre si c'est la décision des parents, mais il n'y a pas de lien avec le TDAH. Après la pause, on poursuit le visionnement de la vidéo. Ouais, ben là, ils sont-ils en train de me dire qu'il est moins intelligent que les autres? Il doit tenir de son père. Hein? Non, rien. Dis-moi, est-ce que l'intelligence a un lien avec ça? Non, ça n'a aucun lien avec l'intelligence. Le trouble déficitaire de l'attention a vraiment aucun rapport avec ça. Okay. Souvent, les parents, par contre, vont questionner là-dessus, puis ils vont avoir l'impression que on pense que l'enfant est moins intelligent parce qu'il y a un trouble déficitaire de l'attention. Souvent, les enfants même vont se sentir moins intelligents, mais il faut leur expliquer que c'est pas le cas du tout. OK. Puis il se base sur quoi pour dire qu'il y a un déficit d'attention? Hein? Il pogne un crayon puis il dit « Tu suis le crayon, mon grand, puis si tu suis pas le crayon, ben tu as un déficit d'attention. » Ben voyons donc, c'est n'importe quoi, cette affaire-là. OK, mais on entend souvent parler d'enfants hyperactifs. C'est-tu la même chose? Bien, en fait, l'hyperactivité, ça peut faire partie ou non du trouble déficitaire de l'attention. Pour, dans le fond, voir s'il y a de l'inattention dans le TDAH et tout ça avec l'hyperactivité, nous autres, on a des formulaires, des critères. C'est lesquels? C'est l'attention, il y a l'hyperactivité, évidemment, puis il y a l'impulsivité aussi, qui peut être un critère. Donc, l'attention, bien, c'est ce qu'on connaît le plus, là, ce dont on parle souvent. Bon, il y a de la misère à prêter attention aux détails. Ça veut dire qu'il va oublier d'écrire des chiffres, il va avoir de la misère à recopier ces choses. Il va aussi avoir de la difficulté à rester concentré sur la tâche. Il va avoir de la difficulté aussi quand il fait ses mathématiques à s'organiser, quand la tâche est trop complexe. C'est des enfants qui vont avoir tendance à papillonner, aller vers plein d'activités pour passer vite où la réponse est immédiate. OK, il ne reste pas longtemps à même place. Non, les jeux d'ordinateur, les jeux de télé, ça va, parce que là, la réponse est tout de suite, la récompense est tout de suite. OK. Il y a aussi l'hyperactivité. Ça c'est les enfants qui ont la bougeotte. Alors, qui n'arrêtent pas de bouger à la table, il y a de la misère à rester assis. En classe, c'est des enfants qui vont se lever beaucoup,
pour aller faire pipi, pour jeter une collation. Ils ont ce besoin-là de bouger. Puis à la table, au souper, à la maison? Oui, ça, c'est difficile aussi. Puis c'est des enfants qui vont parler beaucoup, beaucoup, sans arrêt, la placote. Puis on va remarquer que chez les filles, l'hyperactivité ressort davantage en placote, en placotage. Verbal. Oui, c'est ça, au niveau verbal plus qu'au niveau physique. Et il y a l'impulsivité. Là, ça fait des enfants qui ont le goût de dire quelque chose, puis ils vont le dire. Donc, s'ils trouvent que les lunettes sont pas belles, ils vont le dire à l'ami. OK. Pas de filtre, ça Non, sort. pas de fil, ça sort. Puis après coup, quand on fait un retour, ils vont nous le dire. J'ai pas fait exprès, c'est sorti tout seul. OK. Donc, c'est pas volontaire. C'est vraiment neurologiquement qu'ils ont de la difficulté au niveau du contrôle de soi. Non, mais je comprends pas, là. Ils regardent les petits bonhommes, puis ils restent concentrés super longtemps. Ouais, puis tu as-tu dit le hockey? Non. Hein, le hockey, voyons donc, déficit d'attention. Le hockey, il est capable de regarder le hockey toute la game. Déficit d'attention, c'est n'importe quoi, ça. Mais si mon enfant, il écoute la télé, est attentif, il n'a pas la bougeotte, ça veut-tu dire qu'il n'est pas hyperactif? C'est une question qui nous est souvent posée par les parents. Les parents voient évidemment l'enfant qui est capable d'être concentré longtemps en plus, puis même jeune aussi, devant la télé ou l'ordinateur. Malgré qu'à l'école, parfois, on leur dise qu'ils bougent beaucoup ou qu'ils le voient ailleurs. Non, la réponse, c'est non. Ça ne veut pas dire qu'il y a un déficit d'attention, qu'il n'y en a pas, parce que la télévision, bien, c'est animé, c'est coloré, il y a plein d'images. L'enfant n'a pas nécessairement à gérer ou à traiter de l'information complexe. Ça répond à son besoin de plaisir, de réponse immédiate. On remarque dans les études que les symptômes de troubles d'attention sont diminués quand il y a des activités comme ça qui demandent moins de persistance à l'effort, où ils ont moins d'encadrement aussi, plus libre, comme jouer dehors et tout ça. C'est moins demandant sur le cerveau. C'est ça. Alors que la période des devoirs peut être extrêmement complexe, justement, à cause de la tonne d'informations qu'il y a à gérer, puis il doit se concentrer, puis la bougeotte qui vient avec tout ça. Donc, la télévision, c'est vraiment pas un critère là, sur lequel on peut se baser dans nos formulaires et même comme parents pour voir s'il y a un trouble d'attention ou pas. Oui, c'est ça. Ils viennent de me rappeler, là. Ils sont sûrement pas capables de gérer ça, un petit gars qui bouge, fait qu'ils veulent que je le bourre de pilule. Ça veut dire que je dois le médicamenter? Non. Non? En fait, si l'enseignante appelle à la maison, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, comme enseignante, on ne peut pas diagnostiquer un trouble d'attention avec hyperactivité. OK. C'est qui peut faire ça? C'est en fait les médecins de famille peuvent le faire, les psychologues ou les neuropsychologues qui ont été formés et qui peuvent diagnostiquer. Pourtant, il n'y a rien qui a changé à la maison, là. Il n'agit pas pareil à l'école, c'est certain. Bien, c'est ça. Là, si le prof appelle le parent et que on a constaté ensemble que ça va bien à la maison, il ne s'est rien passé de dramatique, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'intimidation, tout est correct à la maison comme d'habitude, bien là, on pourra regarder ensemble avec le parent s'il n'y a pas des mesures à mettre en place à la maison ou à l'école pour aider plus l'enfant au niveau de son attention. OK, comme quoi? Ça pourrait, par exemple, être une feuille de motivation pour aider l'enfant à mieux se concentrer. Où là, on va indiquer aux parents le matin, l'après-midi, comment ça s'est passé. Le parent peut faire une suite à la maison, puis valoriser ça à la maison avec des activités différentes. L'enseignant, ce qu'il va aussi aller faire, c'est consulter le prof d'éducation physique, d'anglais, musique, pour voir si c'est la même chose. Si l'enfant va en orthopédagogie, on peut aussi voir en petits groupes, est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est différent. Donc là, on va vraiment travailler en collaboration pour mettre en place des moyens pour permettre à l'enfant d'être plus attentif. Et ça va se faire ensemble. Le parent a peut-être besoin aussi d'un petit coup de pouce pour voir comment encadrer l'enfant dans la routine du matin si c'est difficile. On peut demander à la psychoéducatrice aussi d'appeler, de faire des petites interventions pour supporter le parent à la maison pour qu'on travaille vraiment ensemble à aider l'enfant à être plus attentif. Oui, je viens de leur parler, là, puis ça a l'air que c'est confirmé. Notre gars, il aurait un TDAH. C'est qu'on fait. On peut aller chercher du vin, genre. C'est peut-être une bonne idée. Non, du fort, peut-être. Du fort. On peut aller chercher une bouteille de fort, genre. Si on a un petit indice de TDAH, c'est quoi la suite des choses? En fait, là, on a parlé qu'à la maison, à l'école, ça ressemblait pas mal. L'enseignante a consulté les autres enseignants. Oui, prof d'éduc, musique, anglais, tout ça. On peut demander aussi à la psychoéducatrice qu'elle vienne observer dans la classe. Elle vient un petit peu incognito en disant qu'elle vient regarder le fonctionnement de la classe. Et puis là, elle observe de façon plus systématique l'enfant dans diverses situations, ce qui permet d'avoir un œil externe.
Elle peut rappeler le parent après pour voir aussi s'il y a un doute. Et là, le parent peut aller consulter les professionnels dont on parlait tantôt. Le psychologue. Psychologue, neuropsychologue ou le médecin de famille, qui, eux, vont pouvoir ou non poser le diagnostic, dépendamment de l'évaluation qu'ils vont faire. Ils vont envoyer des questionnaires à l'école qui vont être remplis par tous les spécialistes, les intervenants auprès de l'enfant, le prof titulaire aussi. Tous ceux qui côtoient l'enfant. Oui. Puis le parent aussi va avoir des questionnaires à remplir. Et il faut à ce moment-là qu'il y ait des questionnaires qui se ressemblent là, au niveau de l'inattention ou l'hyperactivité pour établir le diagnostic. Et le neuropsychologue ou le psychologue vont aussi pouvoir faire une évaluation plus poussée et rencontrer dans un premier temps le parent dans une entrevue pour voir comment s'est passée la grossesse, l'accouchement. OK, ils remontent loin. Oui, à quel âge ils ont commencé à parler, à marcher. Ils vont regarder ça avec le parent, puis après, ils vont rencontrer quelquefois l'enfant pour faire des tests sous forme de jeu. Donc, les enfants nous disent qu'ils ont adoré ça. Ouais. C'est ça, des jeux de casse-tête. Oui, c'est ça. Pour aller vérifier les 3 critères dont on parlait tantôt, l'impulsivité, l'hyperactivité puis l'attention. Par la suite, ce qui est intéressant quand c'est fait de cette façon-là, c'est que le professionnel peut envoyer un rapport synthèse avec l'accord du parent à l'école, avec des recommandations. Et nous, ça nous permet de voir non seulement c'est quoi les difficultés, mais c'est quoi les forces aussi de l'enfant. Okay. Ça va être quoi plus sa porte d'entrée d'apprentissage? Est-ce que c'est plus par explication verbale avec des étapes ou si ça va être plus de façon visuelle? Donc, ça nous c'est permet des outils pour aider beaucoup plus, oui, l'enfant pour voir comment son cerveau fonctionne, dans le fond. OK. Ça doit être plein d'effets secondaires, ces affaires-là. Ah! Ouais. Si on lui donnait des produits naturels, ça a l'air, ça marche. Quoi? Des produits naturels? Ben oui, on tombe des produits naturels. Y a-tu de quoi de moins efficace que des produits naturels? Ouais, non, on va lui donner de l'homéopathie, tant qu'à ça, hein? De l'homéopathie. Oui, on tombe. On n'a pas parlé encore, mais il y a la médication dans tout ça. Oui, c'est vrai. Il y a un choix qui va s'offrir aux parents. Donc, à ce moment-là, le parent va choisir d'aller voir le médecin ou pas pour faire prescrire la médication à son enfant. Et il y a 3 choses qu'il faut qu'il regarde principalement. La première, c'est la réussite scolaire. Est-ce que les notes ont commencé à chuter ou si l'enfant se maintient au niveau des notes? C'est performe. Oui. Au niveau du deuxième point, bien, c'est la sociabilisation. Donc, est-ce que l'enfant, c'est complexe avec ses amis? Est-ce que ça commence à être difficile puis il s'en plaint? Ou si ça va quand même bien avec les amis. Puis le troisième point, c'est l'estime de lui-même. Est-ce qu'il a le goût de venir à l'école? Est-ce qu'il se sent bon encore? Okay. Ou s'il se trouve vraiment plus bon et que là, la motivation va diminuer. Ça, c'est important. Oui. Peu importe que l'enfant soit diagnostiqué ou non, nous autres, à l'école, on va mettre ce qu'on appelle en place des moyens compensatoires. OK, comme quoi? On va, par exemple, donner des routines claires, une étape à la fois. On va donner des feuilles avec des étapes où l'enfant peut vraiment se fier aux étapes, justement, pour l'aider à s'organiser. On peut aussi mettre un endroit privilégié dans la classe pour empêcher, par exemple, qu'il soit proche de la fenêtre parce que là, il y a plein de distractions. Ouais. Puis, il existe aussi plein d'objets qui peuvent aider l'enfant à se stabiliser puis à se calmer. Il y a des lézards que l'enfant peut mettre dans son cou. C'est le genre de gros coussins lourds, ça? C'est ça, oui. Il y a des espèces de coussins aussi où il peut s'asseoir sous forme de triangle, puis ça permet un peu qu'il bouge. Tout en permettant de rester concentré. On utilise des balles de stress. Au lieu qu'il joue sur son bureau, il peut utiliser ces balles-là. Okay. Il y a aussi des coquilles qu'on met qui ressemblent à des écouteurs. Ça permet qu'il peut entendre l'enseignant, mais ça coupe un peu les bruits de fond. Donc, avec ces objets-là, moins de distractions possible, ça fait que l'enfant va pouvoir mieux se concentrer pour ses apprentissages. Donc, c'est des moyens qui peuvent être mis en place pour compenser un peu l'effet, justement, que l'enfant a de la misère à gérer cette information-là et que ça bombarde un peu d'informations dans sa tête. OK, c'est quand même des bons moyens pour aider l'enfant. Oui. Mais là, j'ai ça, les médicaments, là. D'un coup, il reste accro. Accro? Voyons donc, accro à quoi? C'est des médicaments pour la concentration. Il ne va pas arriver et dire « Maman, je suis accro à la concentration! » Voyons donc, ça n'a aucun bon sens, cette affaire-là. Le fait de médicamenter un enfant à long terme, y a-t-il un danger à ça? En fait, l'inquiétude des parents est vraiment justifiée. Mais les études qui ont été menées à long terme, justement, là, ça a prouvé qu'il n'y a pas plus de risques pour un enfant qui a été médicamenté qu'un enfant qui n'aurait même pas de déficit d'attention d'aller vers la toxicomanie ou l'abus d'alcool et tout ça. Okay. Il y a le même risque. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que les enfants qui avaient un déficit d'attention et qui n'ont pas été médicamentés
vont plus se tourner justement vers l'abus d'alcool ou de drogue, justement OK. pour combler leurs difficultés, que des enfants qui auraient pris une médication. En fait, c'est le contraire. Oui. Puis là, de toute façon, là, il n'est pas un peu jeune pour prendre ça. Ouais, mais tu sais, Minou, moi, j'ai lu ça sur les Internet, là. Puis il disait que la drogue, ça commence pas mal plus jeune que dans notre temps, là. Hein? Tu sais. Et à quel âge on peut commencer à médicamenter un enfant? En fait, il n'y a pas d'âge proprement dit. Non. Il faut voir notre médecin. Mais c'est rare qu'on va médicamenter avant le scolaire parce que ça fait aussi partie intégrante d'un enfant de bouger, de s'opposer même, d'être impulsif parce que Impatient. le contrôle de soi est moins là. Mais si vous avez une inquiétude, dans le fond, c'est d'aller consulter le médecin ou vous pouvez aussi contacter le CLSC qui va OK. pouvoir vous référer à des spécialistes comme des psychoéducateurs pour voir si c'est pas juste une question d'encadrement, de consignes à la maison avant de voir justement s'il y a un déficit d'attention. Mais là, d'après moi, le prof, elle aime pas notre gars là, parce qu'il bouge un peu plus les autres, là, puis elle veut y trouver plein de bébites, là. Non! Notre fils a des bébites! Est-ce que c'est vrai qu'on médicamente les enfants pour empêcher qu'ils soient tannants dans la classe? Non, Non. c'est pas vrai du tout. En fait, ce qu'il faut retenir, ce qui est important, là, c'est que quand il y a une enseignante qui appelle le parent pour dire qu'il est inattentif ou les choses qu'on a remarquées, il faut que le parent se dise qu'on appelle parce qu'on aime l'enfant, qu'on tient à sa réussite, puis qu'on a à cœur justement que l'enfant soit bien à l'école. Et pour ça, bien, il faut travailler ensemble, école, maison, justement, Collaboration. en collaboration, en grande collaboration, justement, pour permettre à l'enfant de réussir puis d'être le mieux possible à l'école. Un gros merci, Suzanne, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Ça m'a fait très plaisir. Merci d'avoir été là. J'espère que cette capsule vous aidera à y voir un petit peu plus clair et que vous y trouverez quelques petits trucs pour vous aider. On va vous mettre quelques liens utiles sur notre site Internet si vous avez besoin. En attendant, on se donne rendez-vous pour une prochaine capsule. Vous pouvez toujours nous suivre sur nos pages Facebook, YouTube et Twitter pour ne rien manquer. Et je vous invite à aller visiter notre site Internet sur le yiyi.ca. À bientôt! Quand on parle du TDAH, on a souvent tendance à penser aux caractéristiques plutôt négatives du phénomène. Bien sûr, les gens qui sont aux prises avec le TDAH sont compulsifs, ils sont inattentifs souvent, ils ont tendance à être désorganisés, éparpillés, ils oublient parfois et même souvent les tâches et les consignes, ou ils ne s'y conforment pas. Mais si on se donne la peine de les découvrir, on va s'apercevoir que les gens qui sont aux prises avec le TDAH ont aussi des caractéristiques très positives. On parle de compulsivité, mais les gens compulsifs, généralement, ce sont des gens qui sont spontanés. La spontanéité est une belle qualité. Ce sont des gens, puisqu'ils sont spontanés, qui sont parfois plus vrais que les gens qui pensent à tout ce qu'ils vont faire d'avance. C'est des gens qui sont pleins d'énergie, ils sont toujours en activité, activité mentalement, activité physiquement aussi. Ils sont pleins d'énergie, ils ont de l'intuition. Ce sont des gens qui prennent des risques parce qu'ils ne pensent pas souvent à tous les aspects négatifs des gestes qu'ils vont poser. Donc, ils prennent des risques. Ce sont des gens curieux. La curiosité, c'est la pierre de base du savoir. Ce sont des gens créatifs, des gens débrouillards. Et comme eux-mêmes font souvent des erreurs, et comme ils reçoivent souvent des reproches, ils sont plutôt, eux, indulgents pour les autres. Ils pardonnent plus facilement que l'ensemble des gens. Ce sont des gens qui ont de la résilience. Ils se font souvent reprocher leur inattention ou le fait qu'ils ne respectent pas les consignes. Et ils se relèvent à chaque fois pour recommencer. Ils apprennent donc à se relever, ils sont résilients. Ce sont des gens qui sont aussi grégaires. Grégaires, c'est-à-dire qu'ils aiment s'identifier à un groupe, faire partie d'un groupe. Et généralement, ils vont aller dans le sens du groupe. Ce sont des gens très débrouillards. Ce sont des gens aussi qui ont une aptitude à innover, puisque souvent, ils n'entrent pas dans le moule, ils doivent
innover des situations qui les différencient de ceux qui vont dans le moule. Ce sont des gens loyaux, en amitié, par exemple. Ce sont des gens sincères et des gens qui ont un sens de l'humour assez développé. Tout ça les aide à passer à travers les difficultés. Le défi pour les parents et les enseignants, surtout pour les jeunes, les enfants et les adolescents qui sont aux prises avec le TDAH, le défi pour ces parents et ces enseignants, c'est d'exploiter le haut niveau d'activité de ces jeunes. C'est de recourir à leur créativité et à leur nature sensible pour les aider à avoir des vrais succès dans la vie, à l'école, sur le plan personnel. Et quand ces enfants-là, à cause de l'environnement que créeront les parents et les enseignants, réussiront, ils seront plus heureux à l'école et dans la vie. N'est-ce pas ce qu'on veut pour nos enfants? Dernier sujet à l'émission d'aujourd'hui, les liaisons, les fameuses liaisons. Dans toutes les langues du monde, les liaisons servent à rendre la langue parlée plus fluide. Par exemple, on ne dit pas « un enfant », on dit « un enfant ». On dit « le grand hôtel » et non pas « le grand hôtel », pour que ce soit plus fluide. Aujourd'hui, je veux insister sur les liaisons qu'on fait avec les chiffres et les nombres. Je vais vous épargner les règles qui sont édictées pour nous dire comment les utiliser. Par contre, vous comme moi, vous allez entendre parfois des choses comme 4 enfants, ce qui est une erreur. Vous allez entendre 18 équipes. 28 élèves dans une classe, 100 oiseaux ou 100 animaux dans le parc. Je vais vous donner un truc aujourd'hui. Pour les liaisons qu'on fait avec des chiffres ou des nombres, pensez à l'âge que vous avez et à l'âge que vous auriez si vous deviez utiliser ces chiffres ou ces nombres. Par exemple, on a 1 an, 2 ans, 3 ans, ça vient de soi. Mais le chiffre 18, le nombre 18 et le nombre 28 posent problème. On entend souvent à la radio et même à la télévision parler de 18 équipes au tournoi. Or, si vous utilisez le 18 dans votre âge, vous allez dire « j'ai 18 ans ». Vous ne direz pas « j'ai 18 ans ». Donc, on doit dire 18 équipes, 18 ans. 18 animaux, 18 asperges dans l'assiette. La même chose pour le chiffre 20. On dit il y a 20 élèves dans la classe. C'est une erreur. Si vous utilisez le truc de l'âge, vous allez dire j'ai 20 ans, Marie a 20 ans. C'est beau d'avoir 20 ans. 28, c'est la même chose. On a 28 ans et non pas 28 ans. Donc, il n'y a pas de raison pour dire 28 élèves dans la classe ou 28 équipes au tournoi. La même chose pour le 100. Une famille où on aurait 100 enfants, ce serait d'abord une très grosse famille. Et aussi, ce serait une erreur de le dire comme ça. Madame Simard aura 100 ans au mois de novembre, pas 100 ans. Alors, j'ai 18 ans, 28 ans, 100 ans. Pour les 200, les 1000, il y a des règles, on en parlera une autre fois. Au revoir, à la prochaine émission.